Je me présente, donc je m'appelle Michel Duru, je suis directeur de recherche à l'INRAE, c'est l'Institut national de recherche agronomique qui traite des questions d'environnement, d'agriculture bien sûr et d'alimentation. Et en fait, j'ai le statut de chargé de mission puisque je suis un jeune retraité. En quelques mots, mon passé de recherche à l'INRA a été pendant une trentaine d'années sur les prairies et les systèmes d'élevage. Et puis, depuis une dizaine d'années, je m'intéresse à la transition agroécologique de l'agriculture, donc pour toutes les productions agricoles, qu'il s'agisse de prairies d'élevage ou de grandes cultures ou de maraîchage. Et plus récemment, je me suis intéressé aux relations entre l'agriculture, l'environnement, l'alimentation et la santé humaine. Et j'ai participé à une réflexion à l'INRA qu'on appelle le Nexus Santé, à savoir c'est quelles sont les relations entre la santé des écosystèmes, le sol, la planète, la santé des plantes, des animaux et des hommes. Et je ferai référence à ce cadre d'analyse à la fin de ma conférence. Donc, cette conférence s'intitule « Le Covid-19, une maladie de l'Anthropocène qui nécessite une analyse de santé globale ». Alors, je vais reprendre un petit peu les mots un à un pour préciser mon domaine d'intervention. Alors, le Covid, en fait, c'est une maladie, c'est ce qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire une maladie d'origine bactérienne ou virale, dans le cas du Covid, qui est transmissible au départ, ça provient de la faune sauvage, elle est transmissible aux animaux domestiques ou directement à l'homme, et puis, dans le cas du Covid, ce qui est dramatique, c'est transmissible, bien sûr, d'homme à homme. Et on parle d'une zoonose pandémique dans la mesure où elle a pris une proportion très importante géographiquement, le monde entier est atteint. Donc c'est bien une maladie, et pourquoi une maladie de l'Anthropocène? Alors l'Anthropocène, qu'est-ce que c'est? C'est comme une ère géologique, mais à la différence, on ne parle pas du Jurassique et tout ça, c'est un changement dans notre climat, en quelque sorte, qui est dû principalement à l'activité humaine. Et c'est un marqueur, en fait, de l'augmentation de l'utilisation d'énergies fossiles qui émettent le plus des gaz à effet de serre. Et en gros, ça date depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc 70 ans. Et à l'origine de ces changements majeurs, notamment du climat, mais aussi de beaucoup d'autres choses, il y a notre système alimentaire, puisque l'agriculture et l'alimentation, bon an, mal an, correspondent à 25%, 20-25% des émissions de gaz à effet de serre. Et les changements très importants qui se sont produits depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça concerne bien sûr l'agriculture, mais aussi l'amont de l'agriculture. Les quantités d'azote ont été multipliées par 4 depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça concerne aussi la transformation des produits agricoles, la distribution. En deux mots, il y a une globalisation de l'agriculture et de l'alimentation et une uniformisation à travers le monde. Ces changements ont toujours existé, mais ce qui caractérise l'Anthropocène, c'est l'augmentation, c'est l'accélération très importante. Et bien sûr, ces changements, ça va être mon propos principal, ne sont pas sans lien avec le Covid-19, sa genèse, d'où ça vient, sa transmission et les impacts sur notre santé. Alors, je vais parler de santé globale parce que, comme ça a déjà été, on appelle parfois ça une seule santé, One Health, santé unique, peu importe, comme ça a déjà été anticipé dans la réflexion conduite à l'INRA, c'est que pour ce dont je parle, c'est-à-dire l'agriculture, l'environnement, l'alimentation et la santé, ce n'est pas toujours bien relié, alors que c'est des actions dans ces différents domaines, les choix stratégiques sont reliés entre eux. Et donc, je vais voir comment on peut relier la santé des individus, des communautés, nous-mêmes, les animaux, et la santé des écosystèmes. Ça peut être chez nous, dans les paysages, mais ça peut être de lointain, sous les tropiques, notamment les forêts. Et l'idée de ce concept de santé globale, c'est d'aider à définir, donc tout est lié, mais c'est d'identifier les principaux liens entre ces domaines pour définir des principes clés qui vont permettre un bon état de santé des écosystèmes
des sols, de la planète et des hommes, en limitant, donc sans trop puiser dans les ressources naturelles non renouvelables, le pétrole par exemple, et en limitant l'usage des médicaments, aussi bien en médecine vétérinaire qu'en médecine humaine. D'où mon titre, le Covid-19, une maladie de l'Anthropocène qui nécessite une approche globale de la santé. Alors, qu'est-ce qui m'y a amené? Depuis une dizaine d'années, je travaille sur les relations agriculture, alimentation et maladies chroniques. Et la question que je me suis posée depuis un mois et demi, c'est finalement, est-ce que les maladies infectieuses, comme le Covid, que je ne connaissais pas, est-ce que ça change quelque chose dans ces relations? Et donc l'enjeu, c'est d'avoir une contribution, aussi modeste soit-elle, sur qu'est-ce qu'on peut faire, non pas maintenant avec les masques et les vaccins, mais dans les mois et les années qui viennent, pour éviter qu'une situation aussi dramatique ne se reproduise, car les experts disent que ce n'est pas exclu. Je vais avoir trois parties. La première partie, c'est est-ce que notre système alimentaire, donc de la production jusqu'à la consommation, est-ce que c'est un facteur de risque pour le développement de ces zoonoses, de ces pandémies? Est-ce qu'aussi c'est un facteur de risque pour l'impact que ça a sur notre santé? Il y a des hospitalisations lourdes, voire des décès. Et donc je vais parler de deux choses très différentes qui a priori n'ont rien à voir l'une avec l'autre. D'une part, je vais parler de comment le virus se transmet de la faune sauvage à l'homme, quelles sont les causes possibles, mais je vais aussi parler de notre mode de dire ce qu'on mange, notre alimentation, est-ce qu'elle nous rend plus sensibles pour contracter le virus et pour le degré de nuisance et d'impact qu'il a sur notre santé. Dans une deuxième partie plus courte, je vais montrer que tout cela, c'est aussi bien la genèse de la pandémie que ses effets sur notre santé, il y a un dénominateur commun. C'est la baisse, voire l'effondrement de la biodiversité. Et je présenterai le rôle de notre système alimentaire sur cette évolution. Et enfin, dans une dernière partie, je ferai une esquisse de qu'est-ce qu'on peut faire pour les années à venir. C'est le moment d'y réfléchir. Alors, pour ma première partie, sur donc l'idée clé, c'est que les zoonoses, elles sont dues à une pression, ce qu'on appelle, sur les ressources. Alors, déjà, ces épidémies, il faut voir, c'est qu'elles ont été multipliées par 10 entre 1940 et maintenant. Et ça correspond de fait à une emprise grandissante sur les milieux naturels. Alors, pas tellement dans nos régions, je vais montrer où ça se passe. Et en fait, il y a deux grandes raisons. Premièrement, c'est le commerce et la consommation d'animaux sauvages. Vous en avez entendu parler. Et deuxièmement, c'est la déforestation, pour différentes raisons. Et ces deux facteurs mettent en relation les hommes ou les animaux domestiques de plus en plus fréquemment et intensément avec la faune sauvage. Donc vous avez entendu parler du pangolin, des chauves-souris. Et de cette manière, on offre à des agents infectieux, et il y en a, paraît-il, des dizaines, on leur offre de nouvelles chaînes de transmission par cette mise en contact des animaux domestiques et de l'homme avec eux-mêmes. Maintenant, vous pouvez prendre la diapo 2 qui est sur une carte du monde. Je vais détailler le volet déforestation. La déforestation dans le monde, c'est 314 millions d'hectares en 15 ans. Et en fait, c'est comme si on défrichait toute la surface cultivée en France, hors prairie, une douzaine de millions d'hectares, chaque année. 25%, ce sont pour les cultures itinérantes. Vous le voyez sur la carte plutôt en jaune en Afrique, sous les tropiques. Et 25%, ce sont pour des cultures qui sont commercialisées dans le monde entier, vous les connaissez. C'est le soja pour l'alimentation animale et le palmier à huile pour l'alimentation humaine, animale et l'énergie. Et ces déforestations ont lieu principalement en Indonésie et en Amérique latine. La déforestation pour l'agriculture, c'est 5 millions d'hectares par an entre 2001 et 2015, et ça se fait avec un rythme qui ne faiblit pas depuis plusieurs dizaines d'années.
Vous passez à la diapo 3 pour ceux qui y ont accès. Je montrais que l'élevage a un rôle clé dans ces évolutions. D'une part, dans les zones, dans les tropiques, près des foyers, où il y a des chauves-souris. Donc, il y a interpénétration entre la faune sauvage et les animaux domestiques. Et il y a aussi un rôle indirect dans les pays occidentaux, et la Chine d'ailleurs aussi, au travers de l'importation des tourteaux de soja. Les tourteaux de soja, 25% avec l'huile de palme de la déforestation, c'est en augmentation constante depuis 1960, où on a commencé à en importer. Donc moitié vers la Chine, moitié vers l'Europe. Et donc l'élevage, tel qu'il s'est développé depuis plusieurs années, indirectement contribue finalement à cette déforestation, puisque le tourteau, le soja apporte des protéines qui sont destinées donc aux volailles, aux porcs, qu'on ne produit pas chez nous le plus souvent. Et il apporte aussi des protéines aux vaches et aux moutons. Le problème, c'est que dans les pays occidentaux, on consomme plus de protéines que les recommandations officielles, au moins 20% en trop. Et ces protéines, pour partie les 2 tiers de protéines animales, 1 tiers de protéines végétales, ces protéines animales sont fortement émettrices de gaz à effet de serre, en gros 5 à 10 fois plus qu'une protéine végétale comme une lentille. Elles consomment plus d'énergie, elles consomment plus de terre. Donc le développement de l'élevage, je dirais, de certaines formes d'élevage, pas toutes, au-delà du raisonnable ou du nécessaire pour notre consommation, a été un facteur accélérateur en Europe et en Chine aussi, de ce mouvement de déforestation. Et donc, gaz à effet de serre, bien sûr, mais de mise en contact de la faune sauvage avec les animaux domestiques. Sur la diapo 5, c'est pour l'huile de palme. Donc, c'est utilisé majoritairement pour l'alimentation humaine au niveau mondial. Vous voyez que la production a été multipliée par 2 entre 2007 et 2019. En Europe, nous sommes aussi concernés, puisque 40% est utilisé pour l'alimentation humaine et un peu animale, pour les concentrer aux animaux, et 60% pour l'énergie. Maintenant, je passe à la deuxième section de la partie 2, à savoir que j'ai parlé en gros d'une des causes du développement des zoonoses. Maintenant, je vais parler de nous, de notre vulnérabilité, notre sensibilité à ces maladies infectieuses. En préalable, je dois rappeler ce qu'on sait actuellement de l'effet de notre alimentation et de notre environnement, les pollutions, les particules fines, sur les maladies chroniques. Alors les maladies chroniques, qu'est-ce que c'est? C'est l'obésité, c'est le diabète, mais ce sont aussi les maladies cardiovasculaires, les cancers et autres, qui ont certes une origine génétique, mais de plus en plus de chercheurs s'accordent à dire que l'influence de l'environnement au sens large, dont notre alimentation, joue un rôle majeur. Et pour ces maladies chroniques, vous avez sans doute entendu parler que notre microbiote intestinal, qui comprend plus de, comment dire, il y a plus de microbes intestinaux qu'il y a de cellules, il joue un rôle clé, c'est un facteur clé de la santé et donc des maladies. Et au cours des siècles, les humains, nous-mêmes et les microbiotes, ont été une association symbiotique. Et la perturbation de cette association, qu'on appelle une dysbiose, est à l'origine de nombreuses maladies chroniques à médiation immunitaire, donc le diabète, l'obésité et les autres maladies. Vous pouvez prendre la diapo 6 où il y a un intestin. Alors, notre système immunitaire, il dépend d'un équilibre entre des facteurs favorables et des facteurs défavorables. Malheureusement, c'est comme ça, dans le régime alimentaire occidental, et vous l'avez sur la diapositive, le Western Diet, il est très déséquilibré en moyenne, à savoir que les aliments ou les nutriments qui sont favorables à notre microbiote, les fibres,
et les oméga-3, qui sont des acides gras longue chaîne, de sources tout à fait officielles en France et dans les pays en Europe, seulement 10% de la population atteint les recommandations. 90% d'entre nous sont en dessous ou très en dessous des recommandations, alors que ces données font consensus pour la santé. Par ailleurs, il y a aussi un manque d'antioxydants et de vitamines, même si ces composants-là sont moins bien chiffrés que les fibres qu'on trouve, par exemple, dans les légumineuses, lentilles, ou dans les céréales complètes. Et puis, ce qu'on a en trop, bien, c'est des produits raffinés, que ce soit des huiles, des sucres, qu'on trouve beaucoup d'ailleurs dans des produits qu'on appelle ultra transformés, 20% de notre alimentation en France en moyenne, ainsi que les résidus de pesticides, même s'ils sont minimes, car certains d'entre eux sont des perturbateurs endocriniens. Donc ce déséquilibre alimentaire dans le régime occidental, qui s'est accentué au cours des différentes années, il fait s'effondrer la biodiversité intestinale et il accroît la porosité de notre intestin. Et ça, c'est un facteur de risque avéré, démontré, pour la plupart des maladies chroniques que j'ai citées. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'efficacité de notre système immunitaire, donc qui dépend de la bonne santé de ce microbiote, eh bien cette efficacité diminue avec l'âge, quoi qu'on y fasse. Mais la vitesse de diminution dépend beaucoup de notre alimentation, pas simplement d'hier, mais depuis notre naissance. On se met sur des trajectoires métaboliques plus ou moins favorables pour avoir un microbiote intestinal sain ou non. Ce qui est nouveau, ce que j'ai découvert depuis un mois, je l'ignorais même si c'était connu, c'est que les maladies chroniques que je viens de citer, diabète et autres, sont un facteur de risque pour les maladies infectieuses, du fait que ça va générer une inflammation. Si vous passez à la diapo 7, donc ce sont des résultats sur le Covid qui sont récents, partiels, mais il y a concordance entre ce qui a été observé en Chine, en Italie, aux USA et en France. Quelques données que vous voyez sur cette figure. Alors sur la gauche, en gros en France, 80% des décès du Covid, ça concerne des personnes de plus de 75 ans. Et simplement 0,2% des personnes de moins de 45 ans. Aux USA, 96% des personnes qui sont hospitalisées ont au moins un facteur de comorbidité, c'est-à-dire une obésité chez les plus jeunes, vous le voyez en bas à droite, si je me souviens bien, et maladie cardiovasculaire chez les plus âgés. Si on prend l'exemple de l'Italie, 54% des patients hospitalisés ont une maladie cardiovasculaire, 35% ont un diabète, 20% ont un cancer actif, et seulement 1% des personnes hospitalisées n'ont rien du tout. Donc ce qui apparaît, c'est que quand on a un facteur de comorbidité qui est pour partie lié à notre histoire, notre environnement, notre alimentation, d'une part, on contracte plus facilement le virus, et d'autre part, on a d'autant plus des formes graves qui se traduisent fréquemment par une mortalité. C'est vraiment le tableau qu'on peut faire à l'heure actuelle du Covid. Pour d'autres virus, il en est différemment. Pour un autre, c'était par exemple l'asthme des enfants. Mais il y a très souvent, même pour la grippe qu'on appelle saisonnière, qui conduit aussi à beaucoup de morts, de par le monde et en Europe, ce que je viens de dire sont aussi des facteurs de comorbidité. Donc le fait d'être en bonne santé et d'être préventif par son alimentation réduit les risques. Là où ça se complique, ce sont les antibiotiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand on prend des antibiotiques, nous, humains, ça accroît déjà notre dysfonction, les dysbioses, c'est-à-dire le déséquilibre bactérien dans notre microbiote, et donc c'est un facteur d'accroissement des maladies chroniques. Donc c'est utile les antibiotiques si on les utilise à bon escient, mais un excès va avoir cet effet pervers. Et d'autre part,
les antibiotiques considérés ensemble pour le monde animal, pour les vétérinaires et pour nous-mêmes, ça accroît l'antibiorésistance. C'est-à-dire que les bactéries qu'on pouvait tuer par un antibiotique donné, il y a une modification génétique qui fait qu'elles deviennent résistantes aux antibiotiques. Et dans ces cas-là, il y a mortalité. Et en Europe, actuellement, 33 000 personnes meurent chaque année du fait d'une infection qui est résistante aux antibiotiques disponibles. Et en France, on utilise 756 tonnes par an d'antibiotiques pour la médecine humaine et 530 pour les vétos, pour le monde animal. Depuis 2000, ça ne diminue pas pour l'alimentation, pour la médecine humaine. Par contre, ça a diminué de 20 à 30% pour la médecine vétérinaire. L'Italie fait partie des pays qui utilisent le plus d'antibiotiques en élevage et en médecine humaine. Et le Covid, dans 10% des cas, a généré une surinfection. Ce n'est pas forcément le virus qui a tué, c'est les changements métaboliques, et notamment une surinfection qui s'est produite après. Et il était signalé que le fait qu'il y ait de l'antibiorésistance en nord d'Italie a fait que certains traitements antibiotiques ont échoué. Donc on commence à voir là que par notre alimentation, par les soins accordés aux animaux, par la manière dont on se soigne, on accroît d'une part le risque de maladie métabolique, obésité, diabète, mais on accroît aussi le risque d'attraper une maladie infectieuse et d'avoir surtout des formes graves du développement de ces maladies infectieuses, voire difficulté de traitement s'il y a antibiorésistance. Vous prenez la diapo 8 sur le diabète, si vous l'avez. Qu'en est-il de ces facteurs de comorbidité? Je ne vais prendre que l'exemple du diabète. Vous avez l'exemple de la France, et ce qui est constaté, ce sont les chiffres officiels, l'Institut de veille sanitaire, c'est que depuis 20 ans, le nombre de cas augmente, quel que soit l'âge. Et que la classe où ça augmente le plus, je crois que c'est en orange, chez les moins de 45 ans. En France, plus de 5% des personnes, des habitants de la population ont un diabète. Et quand on prend en compte les autres maladies qui sont signalées d'ailleurs en bas du graphique, les maladies cardiovasculaires, les cancers et autres, 18% de la population française est en ce qu'on appelle ALD, identifiée comme ayant une maladie chronique demandant des soins permanents. Un autre chiffre, pour terminer cette partie, aux USA, 60% de la population souffre d'une maladie chronique. Et le drame, c'est que les deux facteurs clés que sont l'obésité et le diabète, pour ces deux maladies, il est prévu que si rien ne change, ces maladies vont encore augmenter. Donc notre système alimentaire, notre environnement, notre alimentation, fait qu'on est parti dans une trajectoire où les facteurs de risque de contracter finalement et d'être sensible grave à une maladie infectieuse s'accroissent. Je passe maintenant à la partie 2. Je vais montrer que les risques d'émergence de zoonoses qu'on a vu et aussi notre vulnérabilité dont j'ai parlé, eh bien c'est un processus commun en quelque sorte. C'est une baisse, voire dans certains cas, un effondrement de la biodiversité. L'effondrement de la biodiversité, c'est dans les écosystèmes naturels, les forêts par exemple sous les tropiques, j'en ai parlé en bas à droite. Ça peut être, et c'est aussi dans notre intestin, vous l'avez en bas à gauche. Je te rappelle, Michel, je te rappellerai. Mais c'est aussi dans les sols et les paysages. C'est ce que vous avez en haut à droite. Et quand la biodiversité baisse dans les sols, ça peut être dû par un travail du sol excessif, comme ça s'est produit depuis le milieu du XXe siècle, ou bien l'utilisation trop importante des pesticides, une simplification des paysages, eh bien, il y a une baisse des services fournis, et la contrepartie, c'est qu'il faut utiliser plus d'intrants encore, donc on rentre dans un cercle vicieux, pour arriver à produire suffisamment pour nous nourrir. Je passe maintenant à la diapo 10
j'attaque ma troisième partie, que faire? Donc, ce qu'on vient de voir, en résumé, c'est que la baisse de la biodiversité à l'autre bout du monde, sous les tropiques, et notre système alimentaire en est en partie responsable. La baisse de la biodiversité dans notre intestin, et là, c'est la transformation où nos choix alimentaires sont pour partie responsables, et la biodiversité dans les sols et les paysages interviennent de manière concomitante, et c'est ça qui fait le véritable problème. Alors, comment faire? Et actuellement, en fait, il y a, au moins au niveau européen, deux grandes stratégies. Et la voie un petit peu dominante qui est privilégiée actuellement pour faire face à ces grands défis, donc qui concernent tous les domaines de santé dont j'ai parlé, elle est qualifiée de durabilité faible. Parce que, en fait, on va raisonner, on va faire mieux qu'avant, mais pas fondamentalement différent. Par exemple, en agriculture, donc vous avez le schéma, je pense, avec 3 axes sur la diapo 10. En agriculture, on va maintenir, c'est quand même la voie qui a été suivie jusqu'à maintenant, des systèmes de culture très spécialisés, alors que la diversité est une nécessité pour favoriser ces régulations biologiques. Et quand on fait des formes d'élevage aussi un petit peu industrielles, et si on reste sur des systèmes spécialisés, je prends l'exemple de l'élevage, ça veut dire qu'on va produire ce qu'on appelle l'énergie en France, mais les protéines, on va continuer à les importer. Et si on voulait s'affranchir de l'importation des 3 millions de tonnes de surplus de soja, il faudrait cultiver 2 millions d'hectares en plus en France pour nourrir les animaux. Et ça, on n'a pas les disponibilités. Et cette forme d'agriculture, ça va être encore, je veux dire, la santé par le travail du sol, par les pesticides. On va les réduire, mais beaucoup d'auteurs, dont moi, pensons pas à un niveau suffisant. L'alimentation, c'est un petit peu pareil. On va aller vers une optimisation, et ça va dans le bon sens. Le dernier plan national de nutrition santé de l'automne, numéro 4, il faut manger un petit peu moins de viande, un peu moins de produits ultra transformés. Mais il n'y a pas une remise en cause radicale qui me semble être nécessaire dans notre alimentation. Et on en reste encore avec la santé par les médicaments pour corriger. Et puis dans l'amont et l'aval de l'agriculture, ce qu'on appelle les chaînes de valeur, elles restent mondialisées. Il y a des accords de libre-échange, ça peut être fondé bien sûr, mais ils ne sont pas pensés ou suffisamment contraints pour éviter les dérives que nous connaissons. Donc, en résumé, et je pourrais répondre à des questions si vous souhaitez détailler, ces choix qui sont faits au niveau de l'agriculture, de l'alimentation, des chaînes de production, ça va réduire très peu notre vulnérabilité collective à des épisodes du type de celui qu'on subit en ce moment, ou individuel, ou pas suffisamment, alors que les experts que je ne suis pas disent que ce risque de s'accentuer dans les années à venir. Donc, l'autre voie qui se dessine et qui est soutenue et argumentée par de nombreux chercheurs, et de manière plutôt convergente, c'est qu'il faut plutôt promouvoir ce qu'on appelle une durabilité forte pour maintenir ou améliorer la biodiversité dans tous les domaines concernés, tous les domaines dont j'ai parlé. Et ça de manière, si possible, simultanément et coordonnée. Et ça suppose de changer les façons de voir, de penser et d'agir. Alors que dans la durabilité forte, il y a une certaine continuité, pour le mieux certes, mais ce n'est pas une rupture qui s'avère nécessaire, que je pensais nécessaire il y a déjà 2 mois avant le Covid, mais qui maintenant me semble incontournable. Pour l'agriculture, de plus en plus de travaux montrent qu'il faut des systèmes agricoles diversifiés, c'est ce qu'on appelle l'agroécologie, et qu'il faut produire en pensant produire de la biomasse,
que ce soit pour nous, pour manger, pour les animaux, pour des biomatériaux, pour des bioénergies si ça ne rentre pas en compétition avec notre alimentation. Et donc, il faut repenser le travail du sol, l'utilisation des intrants, les configurations des paysages, ce qu'on appelle les infrastructures écologiques, les haies, les prairies. Pour l'élevage, ça suppose dans les pays européens de le réduire. On est en excès de consommation de production animale, de produits animaux, par rapport à l'environnement et par rapport à notre santé. Le plan national nutrition santé recommande 500 grammes de consommation de viande rouge par semaine. J'ai plus le chiffre en tête, mais une proportion non négligeable de la population française le dépasse. Les chiffres officiels. Et il faut le réorienter, cet élevage, vers des formes du type élevage à l'herbe pour les ruminants ou pour les cochons et les poules, des formes d'élevage qui utilisent plutôt des coproduits de l'industrie agroalimentaire. Et de cette manière, non seulement on réduit les gaz à effet de serre, que l'Europe, dont la France est engagée à réduire de 50% pour atteindre zéro émission nette en 2050, mais on ne va plus dépendre des importations de soja ou d'huile de palme et on va utiliser beaucoup moins d'antibiotiques. Donc on rentre dans des cercles vertueux avec des impacts santé sur la planète, au niveau des gaz à effet de serre, dans les zones à risque pour la mise en contact avec des virus, et on peut diminuer ou freiner la montée en puissance de l'antibiorésistance. Pour l'alimentation, l'enjeu, c'est de passer d'une vision analytique de l'alimentation, parce qu'on apprend les lipides, les protéines, ou par une vision analytique, où je veux dire la viande, les produits, ou analytique, les nutriments, les lipides, à une vision beaucoup plus holistique, qui est pensée par rapport à notre microbiote qui nous habite, et ça change complètement la donne, parce qu'une alimentation pensée par rapport à notre microbiote, elle nous protège en partie, elle réduit les risques à la fois de maladies chroniques et des maladies infectieuses. Elle ne contribue pas, beaucoup moins à la déforestation, parce qu'elle consolide notre système immunitaire. Et puis enfin, dans les chaînes de valeur, l'amont et l'aval de l'agriculture, bien, il faut aller vers au niveau de territoire, vers une plus grande autonomie, ce qu'on appelle une territorialisation de l'agriculture et de l'alimentation, une certaine souveraineté, je dis certaine parce qu'il ne faut pas être rigide, il y a des choses qu'on pourra en discuter, c'est ce qu'on appelle la résilience. J'en viens un petit peu au verrou pour ces trois domaines. Et en agriculture, il ne faut pas se leurrer. Une agriculture agroécologique, c'est complexe et actuellement, on manque beaucoup de référentiels. Ça demande aussi de développer une nouvelle culture. Mais souvent, cette nouvelle culture, il y a eu très peu d'efforts de recherche, de sélection, et elle manque de compétitivité. Donc, il y a besoin d'accompagner ces changements. Pour l'alimentation, ça suppose aussi de changer nos habitudes, de faire de la cuisine. Ça supposerait aussi un étiquetage nutritionnel. Nutri-Score, que vous connaissez tous, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il n'y a pas l'impact environnemental, et ça ne prend pas en compte les aliments ultra-transformés. Et puis, notre alimentation, ce n'est pas que chez soi, chez vous, c'est aussi la restauration collective, tout le scolaire, le monde de l'entreprise, et là aussi, il y a des gros efforts à faire. Mais penser un tel système, ça met aussi en jeu une refonte de l'amont et l'aval de l'agriculture. C'est moins d'engrais, c'est moins de pesticides. Et il y a des lobbies, ils ne sont pas d'accord, c'est bien compréhensible. Ça suppose aussi de réduire le niveau de transformation de certains produits, donc de réorienter les process industriels, et ça, les grands groupes ne sont pas forcément d'accord. Et ça suppose aussi beaucoup plus de coordination entre acteurs. Alors, ma dernière diapositive, c'est la 11, c'est de dire comment faire. Donc, sans prétention, c'est juste pour lancer un débat. Il y a 4 grands types d'acteurs, l'État et les institutions, notamment au niveau des régions, les acteurs économiques, mais c'est aussi bien les vendeurs de l'agrofourniture, les coopératives, les transformateurs, les distributeurs, mais la restauration collective, il y a les consommateurs que vous êtes, et en même temps des citoyens qui votent,
Et puis, il y a un quatrième secteur qui sont les ONG, les fondations, qui font aussi du bon travail. Et ce qui me semble important dans la période actuelle, plus qu'auparavant, c'est la nécessité d'écrire, ou je dirais de coécrire, un récit, une histoire qui arrive à mettre en lien tous les mots MAUX dont j'ai parlé, pour éviter de se polariser sur tel ou tel détail et d'aller à l'essentiel. Et pour cela, il faut bien avoir en tête donc que le risque de pandémie et notre vulnérabilité à cette pandémie, à ces pandémies, ces facteurs sont pour partie les mêmes. Ça fait système. Ce qui accroît les risques et ce qui nous rend malades, ou qui se traduit par des maladies ou la mortalité, ce sont les mêmes facteurs. Et donc les politiques, elles doivent être beaucoup plus systémiques et préventives qu'elles ne le sont. Ça ne peut pas se faire en prenant les mots un par un, les pesticides, les nitrates, le soja, l'huile de palme. C'est beaucoup plus complexe que ça. J'ai essayé très rapidement de le dire. Et donc il faut absolument construire ce récit, le co-construire, et qu'il soit porté après par la puissance publique, et si possible avec l'adhésion des 4 grands groupes d'acteurs que j'ai indiqués. Et donc pour cela, je me répète, mais j'insiste, il faut arrêter de considérer les problèmes indépendamment les uns des autres, et il faudrait peut-être aussi considérer la nourriture comme une non pas comme une marchandise, mais comme un bien commun. Vous savez sans doute que dans certains mondes de l'entreprise, on parle de la viande comme un minerai, comme un charbon. Ce n'est pas acceptable. Alors, ce qui est positif actuellement, c'est qu'il y a de nombreuses expériences en France qui viennent du monde associatif ou du monde privé, du monde économique, pour avoir ces systèmes alimentaires territorialisés qui rapprochent le consommateur et les producteurs, entre autres. Mais là où le bas blesse, c'est que si ces expériences sont nombreuses, elles ne sont pas lisibles. Ça ne se traduit pas par un effet de masse. Vu de loin, au niveau de la France et de l'Europe, rien ne change. Et pour cela, donc, il faudrait mutualiser les compétences et capitaliser les expériences. Et donc, j'en viens un peu à ma conclusion, c'est que les formes alternatives au système qu'on peut appeler trop mondialisé, ça permettrait donc de créer des conditions d'émergence de modèles de production et de consommation meilleurs pour la santé des sols, des plantes, de la planète et de nous-mêmes, et aussi un meilleur partage de la valeur. Actuellement, ces expériences, en fait, elles ont lieu surtout en milieu périurbain et dans les zones marginales, en montagne, avec des produits de qualité. Mais en fait, ces systèmes-là, il faut absolument les généraliser. Donc, pour conclure, je vois que le temps passe. Si je résume, depuis 50-70 ans, l'évolution des systèmes alimentaires, ça a plutôt été positif pour la nourriture. On a accru la production, mais c'était au détriment de l'environnement et pour partie de la santé. Je ne parle pas de l'agriculture, je parle du système alimentaire. Et ce que nous sommes en train de vivre, le Covid-19, montre qu'il faut vraiment des changements en profondeur. On pouvait le penser avant, maintenant, c'est une certitude. Et actuellement, notre système alimentaire en Europe tel qu'il est, c'est un facteur de risque pour des zoonoses pandémiques et c'est aussi, ça nous rend plus vulnérables aux maladies infectieuses. Réaliser que la dimension écologique de ces différentes crises est la baisse de biodiversité, je me répète, la déforestation à l'autre bout du monde, les sols et les paysages chez nous, notre intestin, ça doit être un puissant moteur de penser ça pour rebâtir de manière plus consensuelle un système alimentaire plus résilient. Je vais insister sur le fait qu'au-delà des choix alimentaires des consommateurs, nous avons une partie de responsabilité si nous sommes bien informés. Cette crise, elle questionne bien sûr l'agriculture, l'occupation des terres. Par exemple, il faudrait moins d'élevage, plus de légumineuses, plus de légumes. Or, on consomme 4 à 5 fois moins de légumineuses qu'il ne faudrait, et le peu qu'on consomme, on en importe une grande partie. Ce n'est pas acceptable.
Donc, ça met aussi en cause l'amont de l'agriculture et son aval. Et donc, il faut absolument des politiques publiques pour la santé, l'environnement, l'agriculture et l'alimentation qui soient coordonnées. Et il faut que les pratiques et les accords commerciaux au niveau de l'Europe ou au niveau du monde soient revus en conséquence. Eh bien, merci. Voilà, j'ai terminé. Donc, on peut avoir des questions par le chat. Alors, je vais regarder un peu ça, une minute. Beaucoup de choses. Des remerciements. Il y a une question, je vais vous lire. Donc, je vais lire les questions telles qu'elles apparaissent, puis vous pouvez continuer à en poser. C'est Aurélie Mansart qui demande comment faire pour mettre en place une éducation, alimentation, environnement et santé dans les programmes scolaires. Ah, c'est une très bonne question. Et je m'y suis intéressé depuis 3 ou 4 mois. Et je suis allé d'ailleurs dans une classe de CM2 en primaire, dont j'ai dû refaire mes PowerPoint. J'ai été d'ailleurs très positivement étonné avec une classe entière, d'une trentaine d'élèves. Ils connaissaient déjà beaucoup de choses, notamment sur les maladies. Quand je demandais qui dans votre famille il y a une maladie telle le diabète ou le cancer, ils ont quasiment tous levé la main. Dans votre famille, pardon, ou votre entourage. Et ils ont été très attentifs à la petite formation que j'ai pu leur faire. Donc, je pense que c'est à mettre au programme des instituteurs et des institutrices. Et donc, ça, c'est le premier point de réponse. Le deuxième point, il y a une expérience dans le Gers à Nogaro, où un cuisinier, à l'aide d'une diététicienne, a développé un ensemble de menus, j'aurais dire haut de gamme pour la santé, mais à prix normal, et qui est très apprécié des enfants. Et ils ont eu l'idée de faire un livre des recettes qu'ils faisaient pour que les parents le connaissent. Parce que la restauration dans les écoles, sous l'impulsion des directions d'école ou des départements, c'est le cas en Dordogne, peut être un vecteur d'une alimentation beaucoup plus saine, avec tout ce que j'ai dit derrière, hein, d'où viennent la part de protéines animales et végétales, comment sont fabriqués les produits, d'où ils viennent, comment sont alimentés les animaux. L'intérêt de ce livre, c'est que les parents peuvent s'appuyer dessus. Donc, par la cantine, ça peut servir aussi à sensibiliser, voire éduquer les parents. Donc, voilà ce que je peux dire. Que préconisez-vous pour agir au niveau individuel? C'est Corinne. Alors, au niveau individuel, je suis à la fois consommateur et citoyen. Donc, en tant que consommateur, on peut faire beaucoup de choses. J'avoue que jusqu'il y a 10 ans, je ne m'intéressais pas du tout à ces questions. Donc maintenant, plus ça va, plus je creuse, plus je connais. Et j'ai complètement modifié mon régime alimentaire. Donc on peut maintenant, avec les outils informatiques, avoir des éléments pour faire de moins mauvais choix. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de Nutri-Score. Donc c'est quelque chose qui va dans le bon sens, mais qui à mon avis n'est pas suffisant. Il va sortir, il y a d'autres indications, Yuka, il va en sortir une autre. Donc c'est une première manière de faire. Je peux discuter plus en détail, j'ai un site internet où vous avez quelques informations. Mais je peux aussi agir en tant que citoyen. Alors bien sûr, il y a le vote, mais de manière plus... Il y a 2 autres voies possibles.
en tant que citoyen. D'une part, vous savez qu'il y a des associations, des AMAP par exemple, qui permettent de sélectionner, d'avoir des produits frais de saison et de proximité. Puis j'avais une autre piste importante en tant que citoyen, ça m'en reviendra. Voilà. Alors, il y a Vincent qui me dit pourquoi parler du symptôme de l'anthropocène sans parler de la cause, le capitalisme. Effectivement, je n'ai pas parlé de capitalisme, mais j'ai parlé ce que j'appelle la dualité faible, c'est-à-dire qu'on continue comme avant, que ce soit au niveau agriculture, donc derrière il y a beaucoup l'agrofourniture, que ce soit au niveau de la transformation, il y a beaucoup les grandes firmes de transformation et de distribution. Et j'ai parlé aussi des accords internationaux. Bon, ça, ce sont les caractéristiques un peu d'un système capitaliste, même si je n'ai pas prononcé le nom. Donc, d'accord avec vous. Une question de Françoise Ferrand, trop de viande et aussi le gaspillage alimentaire. Bien sûr, j'en ai pas parlé, c'est évident à tous les niveaux. Vous savez que c'est 30%, semble-t-il, les aliments. Chez nous, c'est essentiellement à la consommation, alors que dans les pays en voie de développement, c'est plutôt à la production. Ce qu'on sait, c'est qu'une réduction par 2 de ce gaspillage réduirait considérablement notre empreinte. Et donc, il faut penser, dès qu'il y a empreinte sur l'environnement, il ne faut pas penser qu'en termes de gaz à effet de serre, ça veut dire que s'il s'agit du monde animal, quand même, c'est derrière, c'est moins de soja, c'est moins d'huile de palme, c'est moins de déforestation. J'essaie de regrouper les questions. On insiste, ces mélodies, on insiste beaucoup sur les graisses. N'y a-t-il pas trop de sucre en plus dans notre alimentaire inflammatoire? En fait, pour être bref au niveau de l'alimentation, ce qu'il faut, c'est croiser une approche par nutriments et une approche par degré de transformation. La plupart d'entre nous sommes familiers aux approches par nutriments. Il y a trop de sucre, trop de sel, trop d'acides gras saturés, par exemple. Il faut croiser absolument cette approche avec le degré de transformation. C'est le degré de transformation. Ça veut dire qu'on prend des produits bruts, on casse cette matrice, on prend du lait, on fait le lactose, on prend du maïs, c'est un bon exemple, on fait du sirop de glucose, et ces produits-là, après, on les injecte dans des aliments qu'on appelle ultra transformés. Et le plus souvent, lorsqu'il s'agit d'émulsifiants et d'édulcorants, je n'ai pas eu le temps de le dire, qui sont consubstantiels de beaucoup de produits ultra transformés, ça contribue à la dysbiose intestinale. Si vous le souhaitez, je n'ai pas le temps de trop détailler, surtout sans support, mais je pourrais vous envoyer, vous m'écrivez à michel.duru@inra.fr, des documents qui expliquent ça très bien. Donc, il ne faut surtout pas, je profite de cette question pour dire, il ne faut pas raisonner par nutriments uniquement, les bons et les mauvais, pas uniquement par produit, la viande c'est mauvais, la viande c'est bon. Il y a plusieurs types de viande. Je vais prendre le yaourt par exemple. Si vous avez un yaourt bio, sans sucre, ça sera fait à l'herbe. Ça sera un produit riche en bons acides gras. Si vous commencez à avoir un yaourt normal, lambda, il y aura beaucoup moins de bons acides gras. Si vous prenez un yaourt au sucre ou avec des fruits ajoutés, non seulement vous payez cher, mais en plus, il risque d'y avoir du sucre et d'autres produits plutôt nocifs pour la santé. Donc on peut prendre tous les laitages, les légumes, il y a le meilleur pour notre microbiote, ou le moins bon et le pire. Je ne taille pas plus. Gus, prendre soin de notre alimentation, il faut prendre son temps.
c'est aussi directement en lien avec nos modes de vie très pressés et où nous allons à l'essentiel au supermarché. Donc, repenser à notre assiette, repenser à... Il faut aussi repenser notre mode de vie. Oui, ben, je l'ai dit à un moment donné très rapidement, certes, hein, parce que le Covid, ça fait aborder, vous voyez, beaucoup de choses. Il faut absolument, je l'ai dit à un moment donné, une contrainte, c'est changer de régime alimentaire, c'est exigeant. En fait, il y a une phase d'apprentissage, si je parle de mon cas personnel, qui n'est pas forcément, qui dure, hein, qui n'est pas forcément, il n'y a pas un point final. Mais une fois qu'on a certaines routines, on en perd au début du temps pour choisir, pour réfléchir, mais on le gagne par la suite. Et le fait d'être conscient des choix qu'on fait, des tenants et aboutissants, des conséquences, c'est quand même plutôt satisfaisant, plutôt que de prendre les choses au hasard. Compte tenu du grand nombre de personnes, c'est Stéphanie, compte tenu du grand nombre de personnes concernées par ces maladies chroniques, les médecins devraient avoir un rôle important dans la prévention alimentaire. Je suis tout à fait d'accord et je suis scandalisé. Les médecins font leur travail, mais la prévention, je crois qu'ils sont peu formés pour. Mais je suis scandalisé aussi parce que beaucoup de publications scientifiques sur la nutrition sont excellentes dans les explications qu'elles apportent, mais souvent elles se concluent par des innovations pour soigner et pas pour prévenir. Il faut savoir, le problème, c'est qu'il y a derrière tout un business, finalement. Parce que dès qu'on fait dans la prévention, hormis son coût, ça réduit forcément l'argent qu'on va mettre pour corriger. Mais c'est vrai pour soigner les plantes, c'est vrai pour soigner les animaux, et c'est vrai pour soigner les sols aussi. Et c'est vrai pour soigner la planète. On ne sait pas comment faire. Donc la prévention, c'est quelque chose de fondamental. Bruno, pouvez-vous détailler le mécanisme qui lie la déforestation avec la transmission des virus de l'animal à l'autre ou d'un animal à l'homme? Honnêtement, j'ai eu d'une heure, j'aurais du mal à le faire correctement. Vous pouvez écrire, je peux vous envoyer des textes. En fait, c'est la mise en contact d'une faune sauvage, notamment on parle beaucoup des chauves-souris, soit avec d'autres animaux type le pangolin, soit avec des animaux domestiques, sur des marchés, semble-t-il, qui fait qu'il y a ces virus qui passent. Et donc il y a des barrières qui sautent, et là c'est la totale, puisque ça passe après d'homme à homme. Parce que certaines maladies s'arrêtent, il y a des frontières par espèce, et ça s'arrête à l'animal. Je préfère ne pas en dire plus pour l'instant. Vous de l'idée de Jean-Marc Jancovici proposer un prix plancher aux agriculteurs respectueux de l'environnement. Actuellement, la politique agricole commune, qu'on appelle la PAC, qui est en renégociation, est une politique de moyens. Enfin, plus vous avez de surface, plus vous avez d'hectares, plus vous avez de primes, et pas de résultats. Ou les quelques contraintes qui sont, exigées sont suffisamment souples et molles pour que tout le monde soit dedans. Dans la dernière PAC, il y avait par exemple une contrainte sur la diversification des cultures, mais l'indice était calculé de telle manière que tout le monde rentrait dans le moule et que ça n'a rien changé. Donc l'idée de proposer un prix plancher, je ne suis pas économiste, je suis agro. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même beaucoup de... Il y a des réflexions. Donc actuellement, en gros, on a les produits sans label et les produits avec label. Et dans les produits avec label, on s'y perd un petit peu, ils sont généralement plus chers. Mais le cahier des charges pour élaborer ces produits n'est pas toujours en lien avec l'environnement. Parfois, c'est l'image du terroir. C'est pas nul, sûr. Mais si on veut vraiment avoir un impact sur l'environnement, il faut aller plus loin. Actuellement, le gouvernement essaie de mettre en place une démarche qui s'appelle j'ai oublié son nom, ça va me revenir. Donc peut-être que ça marchera, mais là encore, il faut que le consommateur le reconnaisse, la partage et l'accepte. Je vais citer l'exemple qui est plutôt réussi, c'est la marque Bleu Blanc Cœur qui consiste à ajouter du lin
la ration des animaux, et puis maintenant à interdire l'utilisation de protéines, donc le soja, et exiger l'utilisation de protéines produites en France, hein, du lupin par exemple, pour compléter la ration des animaux, ça va plutôt dans le bon sens, puisque ça a un impact sur notre santé, à mesure où on double à peu près la teneur en oméga 3, donc 90% d'entre nous sommes déficitaires, et on accroît aussi, on améliore la fertilité du sol et on réduit les émissions de gaz à effet de serre. Donc le problème actuellement, c'est la multiplicité des labels. Et il y a des labels qui sont en compétition, des labels qui sont très exigeants, d'autres qui le sont moins. Certains labels qui ont du sens pour l'environnement, d'autres moins. Je ne peux pas les citer, mais je pourrais continuer à discuter de vol une autre fois. Alors, Sylvie, idée pour les consommateurs, très bien, adhérer à une AMAP, acheter via Terre de Liens. Alors, ça fait partie de toute initiative vertueuse que j'ai citée. Les AMAP, je pense que vous les connaissez, Terre de Liens, donc c'est un mouvement associatif qui achète des fermes et qui les loue, je crois, à des agriculteurs qui s'engagent à des systèmes agricoles vertueux. Donc, ce sont toutes des bonnes initiatives, mais comme je le disais, actuellement, ça n'a pris suffisamment d'ampleur pour que ça impacte la ferme France, comme on dit, au niveau de notre régime alimentaire. Je parle de tous les Français, pas forcément de privilégiés là, et que ça impacte la ferme France aussi au niveau environnemental. Je rappelle quand même que malgré 2 plans, ce qui veut dire c'était l'engagement en 2000, je sais pas, il y a 10 ans, de réduire les quantités de pesticides utilisées par 2, ils n'ont pas été réduits, ils ont augmenté. Je rappelle aussi qu'on importe, il y a 3 millions de tonnes de tourteaux de soja, jusqu'il y a 10 ans, c'est un petit peu baissé, mais on a remplacé le tourteau de soja par le tourteau de colza. Le colza qui sert à des biocarburants, qui parfois ne sont pas rentables d'un simple point de vue énergétique. Donc quand on enlève l'huile, il reste ce qu'on appelle le tourteau, la protéine, mais c'est extrêmement critiquable, puisque le soja, on le critique, puisqu'il vient du bout du monde, il est OGM, il a du glyphosate, c'est une légumineuse qui fixe l'azote. Il n'y avait pas d'apport d'azote. Alors que le soja, le colza, pardon, qui sert à faire le biocarburant, il faut aussi apporter de l'azote. Ça ne fait que déplacer le problème. Peut-être qu'il est moins grave. C'est ce que j'appelais la durabilité faible, c'est-à-dire qu'on améliore le système où on dépasse les problèmes. Mais l'heure n'est plus là. Le temps a sonné pour des changements. Aurélie dit: je vous invite à découvrir le collectif Pieds dans le plat, association de formateurs cuisiniers nutritionnistes, accompagne restauration collective depuis 10 ans. Et je connais, il y a plusieurs initiatives comme ça. Je suis aussi en relation avec Un Plus Bio, avec d'autres, avec la restauration collective. Je crois que l'idée, parce que par rapport au changement, on peut partir de la production agricole, on peut partir de la consommation individuelle, tout à l'heure quelqu'un me posait la question, ou on peut partir de la restauration collective, comme il est fait état ici. Je pense qu'il faut arriver à faire les deux, ce que font les AMAP, par exemple. Je pense que si on ne peut pas se faire rejoindre les deux, l'idée de partir de la consommation, qu'elle soit individuelle ou de la restauration collective, c'est une bonne chose parce que ça crée la demande. Ça fait un appel pour qu'il y ait des changements dans le monde agricole. Donc, là encore, ce qui est cité, ce qui dit les pieds dans le plat, tout ça c'est très bien, comme d'autres, hein, j'ai oublié les noms. Avant de changer ses habitudes alimentaires, il faut comprendre le lien avec sa santé. N'y a-t-il pas un effort à faire sur l'information dans ce sens, dans les catégories défavorisées, toujours à l'écart des propositions alternatives pas chères? Et non, parce que ce qui apparaît, et ça c'est de la littérature scientifique, c'est que les aliments ultra transformés, qui sont très critiquables, au moins pour certains d'entre eux, sont relativement peu chers et on y devient facilement addict. Et l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont extrêmement faciles à préparer. Donc,
moi, je prends mon exemple, donc je ne sais pas si ça a valeur générale, j'ai fait un saut qualitatif important lorsque j'ai compris, ça m'a pris du temps, quel était le lien entre l'environnement et notre alimentation et les maladies au travers du microbiote intestinal. Ça permet d'unifier, on ne va pas parler d'un aliment particulier, de pesticides, on va regarder l'ensemble. Et ce qui est dramatique au niveau occidental, c'est que au cours des 50 dernières années, les facteurs favorables à notre santé, un microbiote, parce que c'est l'unité avec laquelle je raisonne, se sont réduits. On consomme de moins en moins de fibres, de fruits et légumes avec les antioxydants. Notre consommation d'oméga 3 a diminué parce qu'on est passé, entre autres, parce qu'on est passé d'une alimentation des vaches à une alimentation vache soja. Ce n'est pas le seul facteur, mais ça a contribué. Et dans le même temps, les facteurs qui sont néfastes à notre microbiote, ils ont augmenté. J'en citerai 2, des résidus de pesticides, même s'ils sont minimes, puisque 95% des aliments ne contiennent pas des résidus de pesticides au-delà des normes mises. On ne tient pas compte des effets cocktails des perturbateurs endocriniens. Et puis, la part d'aliments ultra transformés avec des additifs, c'est fortement accru. Il y a un effet ciseau. Les facteurs favorables diminuent, les facteurs défavorables augmentent. Après, on peut détailler, mais déjà, il faut avoir conscience de ça. Et que ça, il y a un processus, je ne dis pas unique, mais un processus majeur qui est de la dysbiose intestinale, qui génère des inflammations, certes au niveau de l'intestin, maladie de Crohn et autres, mais qui après, au travers de passage de molécules au niveau de la paroi intestinale qui devient poreuse, vont créer des inflammations dans le poumon, dans le cerveau, dans le foie ou à d'autres endroits. Donc il faut arriver, c'est ce que j'appelais le récit tout à l'heure, arriver à construire quelque chose de simple qui relie le monde de la production, de l'environnement, de la consommation et de la santé. Ça peut se faire assez simplement. Et après, on va voir comment le décliner pour telle ou telle catégorie de population, pour tel ou tel territoire. Vincent, une question difficile. Comment juger de l'efficacité d'une prévention? Alors le problème, c'est que quand on pense prévention, on pense tout de suite à médecine vétérinaire et médecine humaine. Je ne suis pas un spécialiste, mais je n'ai pas en tête, mais je pense qu'il y a des études qui le font. Mais je vais aller plus loin, parce que la prévention, si vous avez bien compris, ce n'est pas uniquement pour notre santé et la santé des animaux, c'est aussi pour la santé des plantes. C'est comment cultiver le sol, cultiver des plantes, donc comment gérer le sol. Et maintenant, on sait que par les choix de plantes, par les associations de plantes, par la réduction du travail du sol, on peut rendre ce qu'on appelle la rhizosphère, la zone autour de la racine, riche en bactéries, et ces bactéries vont protéger les plantes de l'attaque de certains bioagresseurs. Et si c'est le cas, il y a moins de pesticides. Donc actuellement, on a quand même des indicateurs de moyens qui sont assez fiables, je veux dire assez bien définis d'un point de vue scientifique. Dans le monde de l'agriculture, si je résume en 2 mots, ça va être quand même des paysages plutôt diversifiés, des infrastructures naturelles. Et au niveau du sol, on sait, c'est moins de pesticides et moins de travail du sol. C'est les 2 grands facteurs. Et une couverture permanente du sol. Ça, c'est connu. Après, la difficulté, comme je l'ai déjà signalé, c'est savoir comment le décliner localement en fonction de particularités de sol et de climat. Pour l'alimentation, il y a actuellement un régime alimentaire, et je ne vais pas parler des régimes paléo, ça, mais ce que j'ai appelé dans une diapositive, celle où il y avait l'intestin, un régime de type méditerranéen. Et c'est en gros ce que j'ai dit, c'est-à-dire plus de fibres, plus oméga 3, moins de produits ultra transformés, moins de produits raffinés. Ça, c'est des choses qui sont établies. Donc déjà, il faut prendre ces directions-là. Après, le vérifier, bah ça, c'est un travail. Alors, c'est plutôt il faut des études scientifiques, hein. Par les études épidémiologiques. Déjà, on vient une faite par l'INRA-INSERM à partir de ce qu'on appelle le réseau net santé. Donc, c'est une enquête à laquelle certains d'entre vous ont répondu. Donc, ça porte sur plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc, on met en relation, mes collègues mettent en relation un régime alimentaire pendant plusieurs jours et votre état de santé, maladie.
dans toute l'histoire. Et ce qui ressort de plus d'études, c'est que les régimes qui sont plus proches des régimes recommandés officiellement, ce que j'ai dit, un petit peu moins de viande, un peu moins de ceci, un peu plus de cela, eh bien, la santé des gens est meilleure. Donc, on le vérifie a posteriori. Et on sait que de tels régimes aussi, ils sont meilleurs pour l'environnement. Donc, dans un récit à construire, comme je le disais, on peut dire qu'il y a des régimes alimentaires qui ne sont pas forcément plus coûteux, qui sont absolument bénéfiques pour la santé, c'est établi, et aussi, c'est gagnant-gagnant. Et actuellement, il ne faut pas avoir d'état d'âme. On connaît, on a ces connaissances. Il y a bien sûr des personnes qui n'ont pas intérêt à l'institution à ce que ça soit diffusé, mais il faut absolument bâtir ce discours de manière simple, lisible, le communiquer. Et donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de pratiques agricoles qu'il faut bannir, d'autres qu'il faut absolument favoriser. L'agriculture, ce n'est pas mal. Il y a des choses extrêmement positives. Il y a des marges de progrès considérables. Et pour notre alimentation aussi. Simplement, il faut les penser de manière coordonnée, en pensant la santé, la nôtre bien sûr, mais celle des plantes, des sols, des animaux, et puis celle de la planète, comme je disais. Alors, cette alimentation de qualité devient aussi un business qui parfois cache des pratiques tout aussi discutables. Encore, aller chercher des informations qu'on achète au-delà de ce qui est affiché est indispensable. C'est une très bonne remarque. Actuellement, la mode dans certains milieux est au régime vegan. Ma position, mais ce n'est pas que la mienne, de beaucoup de chercheurs, quand on n'est pas dans l'idéologie, c'est que pour les gens qui veulent être vegan, il n'y a pas de problème, mais il faut être très averti et il faut prendre un certain nombre de précautions, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais pour l'environnement, ce n'est pas le meilleur régime. Parce que l'élevage, sous certaines conditions, procure un bénéfice environnemental. Il y a des avantages systématiques, les gaz à effet de serre, c'est toujours plus élevé, mais il permet un certain nombre il permet d'apporter des acides gras à très longue chaîne, ce qu'on appelle le DHA, le PA, qu'on ne trouve pas dans les produits végétaux. Mais pour ça, il faut des formes d'élevage les plus vertueuses possibles, parce que les moins vertueuses n'ont pas des compositions nutritionnelles adaptées. Mais le leurre, ça serait de vouloir remplacer la viande par les steaks végétaux. Parce que trop consommer de viande, c'est un problème pour l'environnement, c'est un problème pour la santé. Mais remplacer la viande par un certain nombre de steaks végétaux, ça va être un aliment ultra transformé. Et cet aliment ultra transformé, il est peut-être bon pour le business, mais il n'est pas bon pour la santé. Je ne sais pas si c'est moins bien ou pire, ou mieux que trop de steaks. Donc il faut croiser, j'ai insisté tout à l'heure, dans la classification des aliments. Bien sûr, il y a la nature du régime avec plus ou moins de viande, plus ou moins végétalisée. Il y a bien sûr une analyse par nutriments, protéines, lipides, le calcium, tout ce qu'on veut, mais il y a aussi le degré de transformation qui, si les aliments sont trop déstructurés, ça ne contrôle pas notre satiété, donc ça crée une addiction, et en plus, il contient certains produits ces aliments, ils contiennent certains produits qui ne sont pas bons pour notre microbiote. Donc c'est bien cette vision holistique. Faut-il consommer bio ou raisonner? Alors, malheureusement, c'est le discours qu'on entend partout. Je dis malheureusement, pourquoi? Parce que déjà, il y a plusieurs formes de bio. Il faut que le bio il soit relativement autonome. Je connaissais dans le monde un élevage bio qui faisait venir le soja bio d'Inde. C'est inacceptable. Il ne faut pas généraliser, c'est un petit travers. Si on veut consommer bio, on produit moins en production végétale. Donc pour que ça soit cohérent avec la planète, comme l'élevage émet beaucoup de gaz à effet de serre, il faut consommer moins de viande. Plusieurs études scientifiques l'ont montré, notamment l'étude Nutrinet Santé avec mes collègues de l'INRA, de l'INRAM et l'association Solagro de Toulouse. Raisonner, c'est dire grand-chose. Et bio, il faut faire attention. On pense produit bio, on pense la pomme bio, la carotte bio.
Mais l'offre alimentaire dans les supermarchés, pour les produits empaquetés, emballés, où il y a un code barre, eh bien, il y a presque autant de codes barres de produits ultra transformés avec du bio et en conventionnel. Donc le bio n'est pas la bonne clé, pas la seule bonne clé d'entrée. Pour moi, c'est si on consomme bio, alors c'est justifié surtout si on consomme, je vais revenir aux fibres dont je parle tout à l'heure. Les fibres sont indispensables pour notre microbiote. Pour cela, il faut avoir des graines entières, le blé entier, pas complet ou semi-complet, les légumineuses. Or, le risque de produits conventionnels complets, ce sont les pesticides. Parce que quand on a des farines raffinées, on enlève l'enveloppe, on enlève les pesticides. Et donc, paradoxalement, quand on a une alimentation bonne d'un point de vue nutritionnel, le grain entier, on accroît notre gestion de pesticides. Donc, ce qu'il faut, c'est consommer plutôt des produits bio, peu raffinés, pour les différents, mais moins consommer de viande. Sinon, on va encore accroître le problème planétaire. Parce que le bio n'émet pas plus ou pas moins de gaz à effet de serre par unité de produit. Ça peut paraître surprenant, donc c'est mieux pour la biodiversité, mais ce n'est pas forcément mieux pour les effets de serre. Donc la variable d'ajustement, bien la viande. Je répète, la viande, c'est comme ça, j'ai fait ma carrière sauvage, c'est 5 à 10 fois plus de gaz à effet de serre et d'énergie qu'en équivalent de protéines végétales. Alors, durant cette période d'arrêt de nos activités physiques, en tant qu'association autofinancée, sans subvention, nous avons rentré liées à nos activités qui d'habitude représentent l'essentiel de notre budget. Pour nous soutenir, oui, ça c'est pour je ne sais pas si passe encore du temps, mais je remercie encore quelques questions. Je n'ai pas tout passant. Ah, oulala. Svante, une partie de la question est tombée. Les réformes sont possibles démocratiques ou par voie autoritaire? Avant, je réponds à celle de Christine. Quel impact de l'activité physique voire sur nos terres? Très bonne question, j'en ai parlé, j'étais bref. Je dis notre microbiote, on pilote en grande partie notre santé et les maladies. Il dépend de 3 facteurs. L'alimentation, l'environnement, notre activité physique et le bon sommeil. Et troisièmement, la gestion du stress, du vrai stress, qui est le bon stress. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Il faut avoir cette vision holistique. Je n'ai pas. Okay. Et après, on me dit, est-ce que les réformes sont possibles par voie démocratique ou par voie autoritaire? Moi, je pense qu'il faut... Je pense pas... La voie autoritaire est un peu antinomique avec ma façon de penser. Quoique pour certaines choses, j'y reviendrai, ça aurait peut-être été souhaitable. J'en veux pour preuve, je refais le lien avec le Covid. Toutes les études que j'ai présentées, là, l'Italie, la Chine, les USA, la France, montrent que les personnes les plus touchées contractent le virus ou une forme grave du virus avec l'issue ultime qui est la mort, sont quasiment toutes, à plus de 90% des personnes, soit de plus de 70 ans, soit plus jeunes, ayant une maladie chronique. Et je pense que là, il aurait fallu confiner de manière extrêmement stricte toutes ces personnes. Donc, les moins de 70 ans avec une maladie chronique, un facteur de comorbidité, et les personnes les plus âgées, quelles qu'elles soient. Un confinement total, pas de relation avec les proches. Mais ça aurait été autoritaire. Donc, mis à part cela, ça c'est une exception pour moi en situation de crise. Je ne pense pas que la voie autoritaire soit pertinente pour changer tout ce dont je viens de parler. Je pense que c'est aux citoyens et aux consommateurs, aux citoyens beaucoup, parce qu'il agit quand il vote, mais le citoyen, il peut être dans l'école, il peut être dans les conseils d'école pour les cantines.
j'ai effectué des travaux sur les coopératives, sur la restauration scolaire, avec une collègue en master. Et ce qui ressort, c'est que quand il y a des leaders, donc des gens qui prennent des initiatives, qui arrivent à faire partager, il y a des changements très vertueux qui se font, très positifs. Et donc ça, c'est bien la voie démocratique. Il faut absolument se démener, prendre ses responsabilités, prendre le pouvoir en parlant, en agissant de manière concertée. D'autres questions? Ah oui, les blés et les légumes anciens dans le sens d'une meilleure qualité. Alors là, c'est une question difficile, mais d'après les travaux de mes collègues à l'INRA, ce que je retiens, c'est que pour les produits végétaux, je pense aux fruits, il n'y a pas forcément une dégradation de qualité, comme souvent c'est dans les médias. L'effet des variétés, par contre, est peut-être important, mais ce n'est pas les pratiques agricoles. Par contre, ce que je sais sur les blés, c'est qu'il y a une sélection pour augmenter leur productivité et leur teneur en protéines, et que sans le savoir, on a sélectionné des blés qui ont des teneurs en gluten à chaîne longue plus importants, qui fait problème pour la santé de certains d'entre nous, notamment la maladie cœliaque. Donc c'est le fait d'avoir omis ces facteurs dans la sélection qui fait qu'il a été sélectionné, mais dans le mauvais sens. Donc il y a quand même des changements. Après, il y a aussi des changements positifs sur la résistance aux maladies. Je ne peux pas en parler plus. Je ne suis pas très compétent, mais ce que je sais, c'est pas que des variétés anciennes, c'est parfois mieux, mais parfois moins bien, qu'il y a la sélection a eu du bon et parfois du moins bon. Et ça, il faudrait voir au cas par cas. Là, j'ai pris l'exemple du blé, où il y a eu effectivement des améliorations dans un sens, mais sans le savoir, une détérioration pour un des facteurs. Je sais que pour les pommes, notamment en valeur gustative, nutritive, c'est pas forcément une dégradation. Ce qu'on sait, par exemple, de manière assez sûre, c'est quand on conduit les cultures de plantes à l'optimum pour l'alimentation en eau, en azote, donc sans stress, ça empêche la fabrication de polyphénols qui sont des antioxydants. Et donc, le stress chez les plantes fait qu'elles fabriquent des antioxydants qu'on va retrouver après dans notre alimentation. Mais il ne faut pas se leurrer. Si on manque d'antioxydants actuellement, en moyenne, dans notre alimentation, ce n'est pas parce que la qualité des produits s'est détériorée, peut-être un peu, mais c'est tout parce qu'on mange moins de fruits et légumes. C'est ça le facteur majeur. Ça ne dispense pas de s'intéresser à la qualité des fruits et légumes, mais le problème, c'est qu'en moyenne, on en mange beaucoup moins qu'avant, et surtout beaucoup moins que ce qu'il faudrait manger. Ça, c'est un problème majeur. L'autre chose aussi, pour les animaux, les produits animaux, je parle notamment du lait et la viande, c'est la composition du lait, de la viande et des œufs est très sensible au mode d'alimentation des animaux. Et c'est certain que pour le lait et la viande de bœuf, il y a eu plutôt une dégradation pour les acides gras du fait du changement du régime alimentaire. Et là, c'est pas rien, ça va varier du simple au doux. Vu sommes-nous fait, alors on parle de lactofermentation comme solution à la conservation des aliments sur le microbiote. Oui, alors j'ai parlé des facteurs favorables sur le microbiote, les fibres, les oméga 3. Il y a aussi tout ce qui est probiotique et prébiotique. Donc prébiotique, c'est les fibres, ok. Et probiotique, ben, toute la fermentation, ça ressort de plus en plus dans la littérature que les aliments fermentés sont des facteurs favorables à notre microbiote. Je ne suis pas spécialiste, mais ça, on en voit de plus en plus de littérature scientifique.
nous fait pour l'alimentation d'aujourd'hui? Ben non, d'après ce que j'ai dit. Que justement, l'alimentation, ce que j'avais appelé dans la diapositive avec ce qu'on appelle la diète occidentale, la western diet, elle est source de dysfonction. Donc on ne sait pas adapter. Donc c'est. Je regarde si on peut. J'en vois plus. On va faire cette conférence. Je remercie la Maison de la Philosophie pour toute la logistique, la tendance. Merci beaucoup, beaucoup. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire et j'y répondrai dans la mesure du possible. Donc, sur la dernière diapositive, vous deviez avoir mon adresse internet, hein, michel.duru@inra.fr. J'ai une petite cloche en haut. Je regarde. Voilà. Ben, je vous de prendre le temps de réfléchir. Et puis, comme plusieurs personnes posent en tant que et consommateur, surtout si on est parent, mais si on est enfant de parents, compte tenu de ce qu'il dit, il y a du boulot. Et que j'ai essayé, j'espère, de vous montrer qu'il y avait des pistes qui étaient gagnants pour sa propre santé et pour la planète. Mais que ça suppose une certaine prise de recul. Il ne faut pas tomber dans des bêtises ou des schémas simplifiés, par exemple comme le bio conventionnel. J'aurais pu en discuter beaucoup plus, mais ça n'intéresse peut-être pas tout le monde. Mais qu'actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue scientifique, on a des connaissances qui permettent de déblayer les débats. Voilà, je vous remercie. Et puis, à une autre fois peut-être. Au revoir.